Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue Mastar, bienvenue pour cette séquence des sorties cinéma de la semaine. Voilà, donc nouvelle semaine, donc les sorties c'était hier, mais vous savez quand je fais... Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le bazar et j'ai pas trop le temps, enfin, dans la semaine j'ai pas eu le temps de le faire dès le mercredi, les sorties, mais bon, voilà, là on va essayer de restabiliser un peu tout ça. Et voilà, mais du coup, quand je fais l'émission Les Cafés du cinéma le euh, mardi, je fais les sorties que le jeudi. Et hier soir, à la base, j'avais prévu un petit stream sur du Minecraft parce que je me suis remis un peu à Minecraft. Et finalement, le soir, j'ai lancé Minecraft en me disant vers 21h je lancerai le live. À 22h30, je me suis dit, oh bah tiens, ça fait 1h30 que j'aurais dû lancer le live. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais du coup, on en fera peut-être demain soir, aux alentours de 21h. Peut-être, enfin, ouais, je sais pas encore. Je vais pas vous dire sûr. Ah, quoi que demain, il y a le Troops qui fête son anniversaire de stream, donc ouais, ce sera peut-être plus samedi. Voilà, on verra. On verra selon les envies. Voilà, autrement, que dire de plus? Il fait un temps magnifique, c'est dommage que je dois fermer les volets, mais autrement, la caméra est un peu au chou. Il fait un temps magnifique, c'est même. Cet après-midi, il y avait 27. Pour un fin mars, je trouve qu'on est pas mal, hein, quand même. Bon. Est-ce que ce n'est pas un poil trop? Est-ce que les gens qui parlent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique... Bon, autrement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Voilà, donc regardez, il y a des associations qui font des débats sur la sensibilisation. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Sur la sensibilisation justement de la préservation de l'eau et tout, donc voilà, n'hésitez pas à regarder autour de chez vous. En tout cas, on va attaquer les sorties de la semaine avec un premier film choc soutenu par France Inter, un film de Christine Angot. 25 grands soleils, ouais, bah pareil, nous on est monté même à 27-28 un moment dans l'après-midi, là, nous disait le thermomètre. Bon, après, c'est bien, on profite. Mais bon, c'est peut-être un poil tôt pour avoir des températures si hautes. Mais bon, au moins on fait des économies de chauffage, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est... Donc on revient une famille de Christine Nangot dans lequel elle parle de sa famille et de tout ce qui a pu lui arriver au sein de sa famille. Un film qui a l'air assez dur. On regarde la bande-annonce. Alors, voilà pour cette présentation. Donc oui, film fort. On voit bien au travers de la bande-annonce. Ça compte. Enfin, forcément, de toute façon, que ça peut pas être évident de parler de ces sujets-là. Et je voulais essayer un truc, tiens, ce soir, si je fais ça. Ah ouais, c'est mieux comme ça prend bien tout l'écran. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? De la littérature au cinéma. Autrice d'une vingtaine de romans, Christine Angot a souvent inspiré le cinéma. Ainsi, pour son roman Pourquoi le Brésil est adapté en 2004 par Laetitia Masson, tandis que Catherine Corsini porte à l'écran en 2018 Un amour impossible. Angot a aussi travaillé avec Claire Denis pour le scénario d'Un beau soleil intérieur, adapté notamment de ses livres Rendez-vous et Le marché des amants, ainsi que pour celui avec Amour et acharnement, tiré de son roman Un tournant de la vie. La jeunesse du film, une famille est née fin juin 2021, alors que Christine Angot apporte les dernières corrections à son livre Le voyage dans l'Est,
qui revient sur l'inceste dont elle a été victime. Elle raconte « Je reçois un appel de la personne qui s'occupe chez mon éditeur des déplacements. Elle a besoin de confirmer des invitations à Nancy, Strasbourg ou Mulhouse. Elle n'a pas encore lu le livre, n'en connaît ni la portée ni le contenu. Elle m'organise un petit voyage dans l'Est. Je me dis, tiens, ça serait bien s'il y avait une caméra avec moi. Quelques jours plus tard, j'en parle à Caroline Charpentier, directrice de la photo, et du coup, elle naît le film. Une séquence clé, lorsqu'elle se rend dans la maison de la femme de son père, où elle était allée une seule fois 35 ans plus tôt, Christine Angot ne sait pas ce qu'il va se passer. Si elle ose sonner à la porte, c'est parce qu'elle n'est pas seule, mais accompagnée de Caroline Champetier. Comme ce n'est pas préparé devant la porte qui s'ouvre, je suis dépassé par ce que s'y arrive, parce que je ne m'y attends pas et que je suis en train de faire quelque chose que je n'ai pas imaginé. Je suis dépassé et en même temps je me dépasse, comme une autre moi-même qui prend le relais, monte l'escalier, met le pied dans la porte, s'impose. Je suis dans un état de survie, d'incandescence et d'électricité. Voilà, donc effectivement un film qui doit être relativement dur, puisqu'elle a subi l'inceste de la part de son père pendant de nombreuses années. Et voilà, donc ça doit passer par beaucoup d'émotions. Elle doit passer par beaucoup d'émotions quand, au fur et à mesure qu'ils avancent dans son histoire, et ça doit être aussi bien à regarder, ça doit être quand même assez dur, et à faire le film, elle a dû passer des moments quand même sacrément émouvants, durs, voilà, beaucoup de choses. Allez, on passe au film suivant, complètement différent, puisqu'on part sur un film d'horreur immaculé dont on regarde la bande-annonce. Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Y a quelqu'un ? Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle. Vous portez un enfant. Parmi toutes les femmes qu'il y a dans le monde, pourquoi m'a-t-il choisi ? Comment savoir ce qui est en toi ? La souffrance, c'est l'amour. Tu ne partiras jamais d'ici. La souffrance, la souffrance, la souffrance, c'est l'amour. Oui, effectivement, c'est son beau-père, c'est pas son père. Excusez-moi. Film d'horreur appliqué à la religion. Pour une fois, ça change. Il y en a un qui sortira plus tard qui a l'air un peu mieux, parce que là, bon, ça n'a pas l'air bon. Mais je sais plus comment il s'appelle. J'ai vu la présentation il n'y a pas longtemps. Mais plus de genre finalement que d'horreur, je dirais, et du coup le film à ambiance, parce que là il y a beaucoup de sang quand même, de scènes pour faire crier, voilà, c'est pas beau, c'est pas mon genre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Sydney Sweeney prisé.
Révélée grâce à son rôle de Cassie dans la série Euphoria, Sydney Sweeney joue l'héroïne d'Immaculée, la jeune comédienne, et particulièrement sous le feu des projecteurs, puisqu'elle a récemment tenu des rôles de premier plan dans le thriller Reality, la comédie romantique Tout sauf toi et le film de super-héros Madame Web. Ah ouais, elle joue dans Madame Web, elle ? Ah ouais. Ah si, oui, effectivement. Donc, j'ai vu il y a pas longtemps, il dit oh, ça se regarde quoi, mais. Et de deux, il ne s'agit pas de la première expérience de Sydney Sweeney dans le genre horrifique, puisqu'il a été déjà au casting de Along Came the Devil et Nocturne. Un projet de longue date, Immaculée est un projet qui date de 2014. Sydney Sweeney a auditionné pour le film cette année-là, mais les choses ne se sont pas concrétisées. Pourtant, l'actrice a gardé ce rôle en tête. Des années plus tard, la comédienne, désormais productrice, a contacté le scénariste Andrew Lobel, à qui les droits du film, engagé un réalisateur et trouvé des financements. Sydney Sweeney sur son personnage. Interrogée par nos soins lors de sa venue à Paris pour la promotion du long-métrage, Sydney Sweeney nous confie « J'ai vraiment adoré la tournure inattendue de l'histoire. Cécilia entreprend un voyage auquel personne ne s'attend vraiment et auquel elle ne s'attend pas elle-même. Vous avez un personnage au départ calme et renfermé qui trouve en elle la force de se libérer, de se déchaîner. L'histoire prend une tournure folle, j'ai adoré le fait que ce soit inattendu et que ce soit comme des montagnes russes qu'il faut se permettre d'emprunter. » Séquence éprouvante, la fin d'Immaculée, attention peut-être spoiler, a été conçue via un gros plan sur le visage de Sydney Sweeney faisant ressentir la douleur par laquelle son personnage passe. Une scène intense que la comédienne a tournée en une seule prise et sans aucune répétition. Nous l'avons tournée en une seule prise, il n'y a eu ni répétition ni préparation, c'était juste une sorte de mise en place du plan. Je me suis installé, je connaissais mes mouvements, et ils se sont dit d'accord, on va juste tourner et voir ce qui se passe. On l'a fait en une seule prise et c'est tout. C'était une expérience très brute et intense. Retrouvailles, Immaculée est mise en scène par Michael Mohan, avec lequel Sydney Sweeney avait déjà collaboré sur Voyeur en 2021. C'est d'ailleurs l'actrice qui a proposé au cinéaste de réaliser le long-métrage horrifique. Voilà pour ce film d'horreur. Allez, film suivant, Stéphane Brisé qui revient après avoir clôturé sa trilogie sur le travail, avec lequel on le sait, il a beaucoup travaillé avec Vincent Lindon. Il revient avec un film a priori plus léger. Alors, j'ai pas vu le film, donc bon, on sait pas trop. Mais ça a l'air quand même moins dramatique que les précédents films qu'il a pu faire. On regarde la bande-annonce. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Dans la vie? Je suis comédien. Tu m'adresses, c'est pas trop dur? Ça va. Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième? Tu vois, le dossier classé. Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien en fait. Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô? Allô, Alice? J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Et toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Tu vois, ça les golfs là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? C'est qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça? Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais? Voilà donc pour cette présentation. Je suppose sur les rapports humains, le travail d'acteur, les relations amoureuses, peut-être sans une petite toxicité, puisque le personnage féminin dit bah, « tu m'as laissé en vrac quand même ».
Donc tu casses, tu jettes, voilà, il y a peut-être plusieurs choses qui sont abordées comme ça. Et en même temps, on sait que Stéphane Brisé aime bien quand même le côté social, aime bien aborder des côtés sociaux dans ses thèmes, donc ce serait pas étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film ? Désillusion, hors saison, le 10e long métrage de Stéphane Brisé. Le sentiment dominant au moment où il a pensé faire ce film est le même qui appartient à tous ses personnages principaux depuis La loi du marché jusqu'à Un autre monde, la désillusion. Il explique, tous ces personnages ont cru en quelque chose, ils avaient toutes et tous une certaine idée du monde et de l'homme, et puis leur regard a été changé après la trahison et l'abandon. Que cela vienne de l'entreprise ou de la famille, cela représente finalement pas mal d'années à faire intimement le même parcours que mes personnages, et donc à prendre symboliquement les mêmes coups qu'eux. J'ai de toute évidence écrit et réalisé ces films pour acquérir plus de clairvoyance, mais il n'y a pas d'avantage sans inconvénient, et la clairvoyance fragilise. J'ai alors eu besoin de questionner ce moment où j'étais épuisé par la colère sur laquelle s'étaient construits ces films. 2 décors principaux, l'hôtel et la station balnéaire, ont été pensés comme des personnages à part entière. Stéphane Brisé confie, dans ce film, les décors ne sont plus seulement envisagés comme des espaces intérieurs ou extérieurs, qui accueillent les scènes, mais aussi comme l'expression de la psyché des personnages. Je n'avais jamais vraiment su le faire avant, l'hôtel immense au luxe aseptisé, envisagé aussi comme la métaphore de la perfection d'un monde, celui du personnage joué par Guillaume, dans lequel il n'est plus heureux, et la cité balnéaire endormie, envisagée comme une parenthèse dans un cycle. Il s'est passé des choses dans les rues, il s'en passera d'autres bientôt. Mais en cette période d'entre-deux, c'est le vide. Un lieu sans tumulte qui laisse la place à l'introspection, qui l'impose même aussi sans doute. Pourquoi un acteur ? Guillaume Canet joue un acteur. Toutefois, Stéphane Brisé n'a pas voulu faire de son métier et sa notoriété les sujets du film. Le personnage porte des questions, des doutes, des inquiétudes que tout un chacun peut avoir. Par contre, la certitude que les autres ont de son bonheur au regard de sa réussite et que lui-même est aussi un peu obligé de vendre apporte une forme d'ironie sur son malaise. En écho à ce que disait Louis Jouvet, rien de plus futile, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre. J'avais besoin que les questionnements soient portés par une figure que je considère comme sublime, nécessaire et inutile. Car il y a du dérisoire et de l'héroïque dans cette fonction d'acteur, comme une exacerbation du dérisoire et de l'héroïque de notre existence. Le sublime et le vain intimement mêlés, sublime parce que l'acteur est celui dans lequel se projette l'inconscient collectif par les rôles qu'il interprète, et complètement vain parce que si un film ne se fait pas, d'abord personne ne le sait et ensuite tout le monde s'en fout. Alors qu'un éboueur qui cesse de ramasser les poubelles, on ne s'en fout pas, c'est tout de suite le chaos dans la ville. L'acteur est comme le chanteur, comme le réalisateur, comme l'écrivain et le peintre. Il ne sert à rien de concret et d'immédiatement utile. Et pourtant, bien évidemment, il est magnifique et indispensable parce qu'il sert à raconter le monde et ses habitants. C'est effectivement un constat, voilà. À quoi sert l'art ? Vous avez 2 heures. Le choix de Guillaume Canet. Stéphane Brisé envisage la fiction comme un documentaire sur les comédiens avec qui il travaille. Le réalisateur explique quant au choix Guillaume Canet pour le personnage de Mathieu. Ce qui résonne en moi chez Guillaume Canet, c'est son infinie mélancolie. Je l'ai toujours ressenti comme un homme profondément triste, avec beaucoup de talent pour le dissimuler. Cela me touche énormément. Guillaume est un être bien plus complexe que ce qu'il semble peut-être être. Il avait en plus l'âge du rôle, le temps qui passe lui va bien, et il a une capacité énorme de dérision sur lui-même. C'était essentiel pour accepter de se balader un bon tiers du film en peignoir entre des bains à remous et des enveloppements d'algues. J'ai eu affaire à un acteur d'exception, très simple, c'est important pour moi, très sérieux, très investi et très profond. Il est de ceux qui n'ont pas peur de se laisser emmener dans leur zone d'inconfort et d'insécurité, avec en face de lui une actrice, elle aussi, d'exception. Et de 2, Guillaume Canet incarne un acteur dans Hors Saison. Il avait déjà joué un comédien dans son 5e long métrage Rock'n'Roll en 2017, puisqu'il campait son propre rôle. Comme ça, au moins, il n'était pas dépaysé. Sentiment d'immobilité pour la mise en scène de Hors Saison. Stéphane Brisé a ressenti la nécessité de descendre la caméra de l'épaule du chef opérateur Antoine Héberlé, à la différence des 4 films précédents, pour la poser sur un pied. L'objectif, traduire ce sentiment d'immobilité ressenti par les personnages. Le cinéaste raconte qu'il s'agissait d'un côté pour le personnage de Guillaume de traduire l'idée d'un écrasement
de le mettre au centre de géographie intérieure et extérieure trop grande pour lui. L'idée aussi par ses plans d'un décalage sur sa peine et ses doutes pour les rendre à la fois tragiques et dérisoires, comme les personnages de Sampé semblent perdus dans un monde trop grand pour eux. Et effectivement, dans ses précédents films, c'était toujours du caméra à l'épaule parce que ça donnait un rythme au film qui allait vite parce que c'était des films sur les luttes sociales, il y avait des manifestations, des grèves, des occupations d'usines. Donc il fallait quand même qu'il y ait un certain rythme qui soit toujours donné. Alors que là, effectivement, si on pose la caméra et qu'on filme en plus large, ça écrase le personnage et ça accentue le côté mélancolique du personnage et de sa réflexion. Qui pour Alice, c'est Coralie Amedeo, la directrice de casting du film qui a suggéré Alba Rohrwacher à Stéphane Brisé avec la crainte que son accent puisse être un frein pour le metteur en scène. Ce dernier se souvient, c'était d'entrée de jeu une non-question pour moi. On s'est rencontrés et j'avais la lumière et le mystère en face de moi. En fait, c'est sans doute ce qui m'intéresse le plus chez un comédien, ne pas tout savoir, ne pas tout deviner, être en perpétuel questionnement lorsque je le regarde et que je le filme. Alba a cette capacité inouïe à révéler en creux la force de son personnage. Il y a aussi sa complémentarité avec Guillaume. Je crois absolument que cette femme et cet homme ont pu s'aimer. Je comprends aussi parce qu'ils sont, par ce qui émane d'eux, parce qu'ils me racontent silencieusement que leur histoire d'amour n'a pas pu exister il y a 15 ans. Mais je crois dans le même temps que ce nouveau moment de rencontre peut profondément les déstabiliser. Tout cela existe parce que c'est Alba et Guillaume. Et effectivement, on l'a vu quand même dans beaucoup de films, et c'est une très bonne actrice. Pas de malentendu. Avec Hors Saison, Guillaume Canet collabore pour la première fois avec Stéphane Brisé, qui avait pour habitude de tourner avec Vincent Lindon, comme en témoigne leur collaboration sur les drames Mademoiselle Chambon, Quelques heures de printemps, La loi du marché, En guerre, Un autre monde, je crois qu'il y en a d'autres. Lorsqu'il a été sollicité par Brisé, Canet, qui d'ailleurs entretient de bons rapports avec Lindon, a téléphoné à ce dernier pour éviter tout malentendu. C'est mignon. Dans une interview qu'il a donnée à France Inter, il a confié « J'aime beaucoup Vincent, je l'ai appelé, pas pour m'excuser, mais pour lui dire que j'étais un petit peu gêné, peut-être. Mais je pense qu'il n'y avait aucun souci, ils ont évidemment parlé entre eux avant, ce n'était pas une tromperie. Je peux comprendre d'ailleurs l'envie de Stéphane de se renouveler, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus faire de films ensemble. Effectivement, ce serait bien qu'ils... Enfin bon. Après voilà, les choix de chacun. Voilà donc pour ce film. Film suivant, on passe sur une comédie un peu plus légère où on retrouve Louise Bourgoin et Xavier Lacaille qu'on a découvert dans Parlement, qui a percé grâce à Parlement, et ça fait plaisir de le voir sur des projets un peu plus pas visibles, parce que Parlement c'est quand même une série qui a bien tourné, mais d'autres projets, voilà, projets de cinéma, sortir de la télé, ça peut être pas mal aussi. On regarde la bande-annonce. On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin? Non, jamais. C'était le deal de pas faire cours. Si on la ferme, on a 19 de moyenne. Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire. Hein. Je suis très inquiète pour le maintien de l'option latin l'année prochaine. C'est chaud patate. Si on fait rien, j'ai peur que ce soit dead. Alors, je vous présente Monsieur Cagna. Il faut que vos élèves soient brillants à ce concours. Monsieur Cagna va nous accompagner pendant toute la durée du concours. C'est qui ce bouffon, là? Vous pouvez m'appeler Rodolphe. Voilà. Si votre classe gagne les Ludi Latini, Salvicitis omnes. on est sauvés. On se croirait dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est incroyable. Alea iacta est! C'est une secte ou quoi? Aquis! Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal? Là, on a juste rien compris. Hein. On a compris qu'on était des grosses merdes. Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire cours. Bah, tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez jamais fait quoi? On va tricher. C'est vous la prof et c'est vous qui nous dites de tricher, mais c'est immoral. Immoral. Ça va pas, non? Isma, venite, hoc pra eclaressimum. On est vraiment obligé de faire genre qu'on comprend ce qu'il dit, là? Moriturites salutant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous êtes en train de tricher?
Ça me fait pas rire, mais bon, c'est pas bien grave. Y a rien de grave pour vous en fait. En fait, tout ce qui compte pour vous, c'est de garder votre petit confort de fonctionnaire. Cheese. Bonjour Delphine, c'est Rodolphe. Je vous ai envoyé une photo là. Je suis désolé pour mon énorme phallus. On a un putain de concours à gagner, vous me racontez votre vie là. Cunilingus qui vient du latin cunus, qui veut dire fourreau, et du verbe lingo, lingere, qui veut dire... Lécher. Lécher, exactement. Tu as une règle grammaticale ou c'est une intuition linguistique, ça? Intuition linguistique. Ok. Oui, voilà, c'est amusant. C'est bien aussi des films un peu plus légers comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis contrairement à certaines comédies qu'on a eues dernièrement, ça a l'air d'être un minimum écrit, un minimum réfléchi, donc ça fait du bien, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Premier long métrage, Bis Repetita est le premier long métrage d'Émilie Noblet. Elle a auparavant été chef opératrice sur des courts et moyens métrages et 2 longs. Jeune femme de Léonore Serrail, Tout ce qu'il me reste de la Révolution de Judith Davis, très très beau film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Elle est ensuite passée à la réalisation sur des séries comme Irresponsable, Loulou, HP et Parlement, où elle dirigeait déjà Xavier Lacaille. Une anti-héroïne, avec le personnage de Louise Bourgoin, la réalisatrice Émilie Noblet et la scénariste Clémence Dargent voulaient s'amuser avec le cliché de la fonctionnaire payée à ne rien faire. Mais pour imaginer un personnage d'enseignante inattendue, référencieuse et attachante à la fois, individualiste et menteuse, c'est une anti-héroïne qui s'éloigne ainsi de l'idée commune qu'on se fait d'un personnage féminin au cinéma. Et pourquoi les personnages féminins pourraient pas être des méchants? C'est un peu un cliché là quand même. Le groupe de lycéens. Pour écrire ces personnages, la réalisatrice s'est fondée sur la personnalité de ses acteurs. Elle a donc composé les caractérisations et réécrit pendant le casting les caractérisations. On ne dit pas les caractéristiques plutôt que les caractérisations. J'aurais dit caractéristiques, moi. Et réécrit pendant le casting avec l'aide de Christelle Barras. Je suis parti sans idée préconçue sur les personnages, sans vouloir faire un panel des adolescents aujourd'hui en France et me suis inspiré de ces rencontres. Gabin dans le scénario faisait des tutos de maquillage, mais je ne voulais pas problématiser ce personnage autour de la question de son identité sexuelle. Le maquillage joue un rôle important dans le film, avec notamment la figure de la Gorgone. J'ai rencontré des comédiens très proches du rôle, mais c'est Stylan que j'ai choisi, un ado en survêtement qui connaissait à peu près rien au maquillage. Je voulais me laisser surprendre et j'ai ainsi essayé de caster indifféremment tous les genres pour différents rôles. La comédie romantique. Émilie Noblet est une fan de comédie romantique et a construit son scénario de manière classique, pour ensuite doser la caractérisation, des personnages. Pourquoi doser les caractéristiques des personnages? Je sais pas, ça sonne mieux à l'oreille. Ça existe vraiment, caractérisation? Attendez. Je cherche moi parce que ça va me travailler. Caractérisation. Fait de caractériser, manière dont une chose est caractérisée. Ok. Ah bah oui, mais c'est plus appliqué aux mathématiques. En langage mathématique, la caractérisation d'un objet X par une propriété P signifie que d'une part X vérifie P et d'autre part X est le seul objet à vérifier P. Voilà. Comme ça, on est bon. Moi, j'aurais plus mis les caractéristiques. Moi, bah non. Et les pas de côté relatif au respect des genres. Ce qui l'intéressait surtout, c'était de trouver une forme de réalisme dans la représentation du sentiment amoureux et de construire la relation entre ces deux héros hors des lieux communs de la comédie romantique. C'est pourquoi, par exemple, ces personnages ne s'embrassent jamais. Le duo d'acteurs, Émilie Noblet, a été séduite chez Louise Bourgoin par le contraste entre sa beauté, son aplomb, son humour décalé, son don de la pique. Le fait qu'elle ait été prof d'art plastique l'intéressait également. Quant à Xavier Lacaille, elle le connaissait déjà pour l'avoir dirigé dans la série Parlement. Xavier est doté d'une générosité naturelle qui résonnait fort avec l'idée que je me faisais de Rodolphe. C'est quelqu'un d'intègre, de passionné comme son personnage. Elle lui a même proposé d'être consultant à l'écriture.
Tournage à Naples. Le tournage s'est déroulé en partie en Italie, plus précisément à Naples, car la réalisatrice voulait absolument tourner à Pompéi. Cet endroit a été un choc esthétique immense pour moi. Lorsque je vivais à Rome, mes voisins napolitains m'ont fait découvrir la villa Campolieto à Ercolano, où nous avons eu la chance de pouvoir tourner, se souvient la réalisatrice. Voilà donc pour cette comédie romantique. On change complètement de genre avec le film suivant, puisqu'on va sur un documentaire. Excusez-moi, j'allais éternuer. Averroès et Rosa Parks, et donc c'est le deuxième opus d'une trilogie de Nicolas Philibert. Le premier c'était L'Adamant, et donc il fait une trilogie sur les accueils psychiatriques à Paris. Voilà. On regarde la bande-annonce. Déjà que dehors, pour nous, c'est irrespirable. Alors, si à l'hôpital, on peut pas respirer, on est foutu, quoi. Vous savez, chez Nietzsche, il y a la force vitale. La force vitale. Moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur. Le reste, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je sais qu'il va falloir que j'ai un suivi et tout, mais juste moins se rentrer sur la psychiatrie, quoi, parce que, Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets futurs? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez un peu les choses par la suite? Le projet? À partir du moment où ça va bien, qu'est-ce que tu vas bouger le traitement? C'est justement là qu'il faut laisser le traitement, espèce d'idiot de psychiatre Ok, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la nuit pour que vous soyez rassurés? Et nous, on est où? Ah bah alors on est là de ce côté-là. C'est chez nous, là? Bah, c'est un drone qui a pris ça? Oui. Ouais, bah oui. C'est un hélicoptère. Ouais, un drone. Un drone. Un drone. Ah, une sorte d'objet qui se peut... Ouais, ouais. Oh la vache. Voilà donc pour ce documentaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Triptyque, Averroès et Rosa Parks, c'est le second volet de ce qui formera un triptyque avec Sur l'Adamant et La machine à écrire et autres sources de tracas. Il a été conçu comme une sorte de prolongement de Sur l'Adamant. C'est un peu comme si après avoir filmé ce qui est sur le devant de la scène, je montrais cette fois les coulisses et les soubassements, explique Nicolas Philibert. Quand ce dernier entame le tournage de Sur l'Adamant, il ignore que le lieu fait partie d'un ensemble plus vaste, le pôle Paris-Centre, lequel compte également 2 centres médico-psychologiques, une équipe mobile, 2 unités de soins, Averroès et Rosa Parks au sein de l'hôpital Esquirol. C'est ainsi qu'il se met à imaginer 3 films qui formeraient un ensemble, mais seraient indépendants les uns des autres et pourraient être vus de façon isolée. 3 films au sein du même secteur psychiatrique, dont chacun lèverait le voile sur un aspect particulier de cette psychiatrie, qui s'efforce encore dans un paysage dévasté de privilégier la relation. On y retrouverait certains visages, on en découvrirait d'autres. Les entretiens. Le film repose en grande partie sur des entretiens. Nicolas Philibert explique ce choix. Je voulais faire un film du champ d'interrogation que s'y déploie la parole des patients, leurs mots, M-A-U-M-O-T-S et M-A-U-X, des brides de leur histoire, de ce qui les tourmente, les assaille, les enferme, les agite ou les terrorise. Il ajoute « La maladie mentale est une pathologie » du lien. Filmer ces entretiens me semblait un bon moyen de montrer comment les soignants essaient d'accompagner ceux qui en souffrent et de forger avec eux les appuis qui pourront les aider à se relever, se relancer, renouer un lien avec le monde, si ce n'est avec eux-mêmes, se réinsérer dans le tissu social. Le choix des patients. Nicolas Philibert a rencontré peu de refus de la part des patients.
Il a choisi des personnes avec lesquelles il s'était déjà un minimum entretenu. Je n'ai pas proposé de les filmer à celles et ceux qui me semblaient traverser des situations trop aiguës, dont la parole était incohérente, voire inintelligible, souvent altérée par les médicaments. Souhaiter les filmer à leur insu et à leur détriment. Voilà, donc j'ai reçu aujourd'hui un lien pour le regarder ce film. Il sort aujourd'hui, le distributeur m'envoie un lien aujourd'hui. Un poil tard, mais... Alors, je sais que sur l'Adamant, par contre, je l'avais vu, et moi j'avais eu un problème, c'est qu'on sait quand même l'état de l'hôpital psychiatrique en France, qui est, comme tout le milieu médical, en survie. Et le fait que ce soit pas du tout abordé, alors ok, il s'intéresse aux patients, et aux difficultés des patients dans leur parcours de soins, dans tout ça, mais que ne soient jamais évoqués les problèmes des encadrants. Moi, j'avoue que ça me chagrine un peu, et c'est ça qui fait que sur l'Adamant, j'avais eu un ressenti un peu particulier, parce qu'il y a des fois des patients. Alors l'Adamant, contrairement à Véroès et Rosa Pax, où là où on voit vraiment que c'est des gens qui sont en résidence, l'Adamant c'est une péniche aménagée sur la Seine, où les gens ne sont pas du coup à résidence. Ils viennent suivre des soins, des entretiens avec des psychiatres, tout ça. Et de temps en temps, les patients mettaient quand même en cause l'encadrement, qui n'avait pas le temps de les suivre, mais on n'avait jamais la version des encadrants, de ceux qui accueillent, de ceux qui soignent. Et j'avoue, j'ai eu un ressenti un peu injuste de toujours mettre l'opprobre sur qu'il n'y ait pas l'autre point de vue. Et de ce qu'on a lu et de ce qu'on voit dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on a le même problème ici. Et du coup, je ne sais pas quel sera le sujet du troisième, mais ce serait bien qu'à un moment donné, il s'intéresse aussi et il ait des entretiens avec tout le personnel médical qui encadre et qui travaille dans ces lieux. Je pense que ça apporterait vraiment un autre point de vue qui devrait être intéressant. Allez, film suivant. Un vampire humaniste cherche suicidaire consentant, ou la revisite du mythe du vampire par une Québécoise. Une Québécoise, il me semble. Oui, c'est ça. Premier long métrage de cette Québécoise. Ariane Louis XVI. C'est marrant comme Louis XVI, voilà. Comme le roi. Monsieur Ponyman-Grog, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Donc, vampire humaniste cherche suicidaire consentant. On regarde la bande-annonce. Il n'y a plus de pochette. Ouais, je sais, ta mère, il va tantôt. C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. Pourquoi c'est moi qui est allé lundi? Bravo. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir, pas sa faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es-tu peut-être pas Sacha, mais t'es manges pareil. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non, merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, ce sera pas un camarade qui va s'en prendre? Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ouais, à part moi-même, je tuerai jamais personne. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. T'as quel âge? 68. En tout cas, t'as vraiment pas l'air de 68 ans. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire? Hein? Une dernière volonté. Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il habite tout en ami.
première fois que je veux vraiment quelque chose. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Arrête de sourire. Je souris pas. Oui, donc ça va fort bien avec un soleil magnifique en plus, donc bon. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas grand monde dans les salles de cinéma, mais on va pas se plaindre. Il fait tellement beau que c'est... On va prendre comme ça. Voilà donc pour cette comédie autour du mythe du vampire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. Alors, je vais pas dire le titre du film à chaque fois, hein, parce que Vampire humaniste sur suicidaire consentant, c'est très long à chaque fois. Et le premier long métrage de Ariane Louis XVI, après plusieurs courts métrages remarqués. Le désir de faire un long métrage m'habitait déjà à l'époque de mon premier cours, La peau sauvage en 2016. Je développais une idée que j'ai finalement laissée de côté, mais cette première expérience d'écriture m'a permis de mieux me connaître comme créatrice. Les courts-métrages se sont succédés au rythme d'idées que j'étais impatiente de mettre à l'écran. Ces impulsions créatrices étaient d'une grande force, puis après 5 cours, l'envie de passer au long est devenue très importante. Spontanément, cette idée de film de vampire m'est venue en tête, se situant au carrefour de multiples inspirations, comme les récits d'apprentissage indépendants, le cinéma d'auteur de genre qui me touche profondément. Je pense à des films comme A Girl Walks Home Alone at Night, Only Lovers Left Alive et Under the Skin, se rappelle la réalisatrice en poursuivant. Le geste d'écriture est parfois ardu et solitaire, j'avais besoin pour ce projet de m'amuser, d'aller dans quelque chose de plus fou, de généreux et de libre, d'où l'envie d'écrire le scénario avec Christine Doyon, une amie partageant le même humour que moi. La coécriture allait m'encourager à changer mon mode d'écriture qui est généralement plus instinctif. Mélange des genres. Le film mélange le film de vampire, la comédie et le récit d'apprentissage. Le point de départ serait le récit d'apprentissage. Ce qui me touche avant tout, c'est la quête identitaire des personnages. Cette période de l'adolescence est riche dans nos vies. C'est celle où l'on teste nos limites, celle des autres, où l'on s'interroge énormément. Après, confronter les genres me plaît, mes courts-métrages n'entrent dans aucune case. Je laisse l'univers du film me guider, je suis mon instinct. Et si en cours de route, je rencontre un élément drôle ou déstabilisant, je suis ce filon de création sans me limiter, confie la réalisatrice. Côté casting, Ariane Louis XVI n'avait personne en tête lors de l'écriture du film. Lorsqu'est venu le temps de faire des auditions pour le rôle de Sacha, Sarah Monpetit venait de gagner l'Iris de la Révélation de l'année au Gala Québec Cinéma pour Marianne Chapdelaine de Sébastien Pilote. Je connais pas du tout ce film, il est sorti en France? Ah oui. Ah ouais, il n'est pas encore sorti en France. La cinéaste raconte, au-delà de la carrière flamboyante qui l'attend, je sentais avant tout qu'elle possédait quelque chose de vampirique, en ce sens qu'elle peut incarner une jeune fille âgée de 68 ans. Elle possède une profondeur très touchante, et c'est au moment où je l'ai vu interagir avec Félix-Antoine Bénard, qui interprète Paul, que j'ai su que j'avais trouvé mes 2 rôles principaux. Ils possèdent chacun à leur manière une étrangeté. Ils étaient fascinés par l'autre, ce qui collait avec cette rencontre entre 2 êtres marginalisés qui ne se comprennent pas, mais qui partagent les mêmes combats intérieurs. Retrouvailles. Ariane Louis XVI travaille avec le directeur photo Sean Pavlin depuis son premier court-métrage. Sean et moi avons développé nos styles simultanément. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ma vision et comprend que j'aime créer des mondes envoûtants qui a tiré l'enveloppe le spectateur plutôt que de proposer quelque chose d'hermétique. Nous avons fait beaucoup de recherches visuelles et écouté beaucoup de films de vampires, non pas pour calquer, mais pour faire de petits clins d'œil. Cette noirceur typique du genre, nous l'avons embrassée, mais en n'oubliant jamais la lumière et les couleurs qui ont leur rôle narratif. Nous nous sommes beaucoup amusés en travaillant les contrastes. Référence cinématographique. L'expressionnisme allemand et les films de vampires ont inspiré l'univers visuel du film. Toutefois, Ariane Louis XVI avait aussi comme référence les films d'ados de la fin des années 90 et du début des années 2000. Nous voulions explorer la texture de l'image, de l'éclairage
et de l'éclairage typique de ses films. Ces deux influences ont créé notre univers visuel et je considère que ces références amènent un côté nostalgique qui participe à cette mélancolie qui traverse le film. Et ça, c'est très réussi. C'est très réussi. On voit bien les références. Mise en scène, Ariane Louis XVI a abordé la réalisation dans un esprit de continuité de démarche artistique, à travers laquelle elle a cherché à créer une expérience cinématographique enivrante centrée sur les personnages. Mon univers visuel est luxuriant, texturé, précis, et ma mise en scène est intimiste. L'ambiance est sulfureuse, les cadrages sont posés et la caméra est économe de mouvement pour que l'élan du geste appartienne le plus souvent à mes protagonistes. Mon intention est que la forme soit mise à leur service, qu'elle les accompagne, tantôt pour exacerber leur sentiment d'étouffement et leur décalage avec le monde qui les entoure, ou bien encore pour offrir aux spectateurs une fenêtre sur un passé qu'on peut leur deviner. C'est aussi dans cette démarche de proximité avec les personnages que j'ai parsemé mon film de petits moments magiques me permettant de donner un accès privilégié à leur intériorité. Tant à l'étape de l'écriture qu'à celle de la mise en scène, j'ai accordé une attention aussi grande au silence rempli de non-dits qu'au moment de tension, au dialogue très coloré et aux enchaînements plus dynamiques où se bousculent les rebondissements. L'amalgame de tous ces éléments est essentiel à l'ADN de mon film. Et film devant lequel on passe un très bon moment, entre légèreté, voilà. Vraiment, on est en empathie avec les deux personnages. Que dire de plus, on a plaisir à retrouver certains acteurs québécois qu'on commence un petit peu à connaître en France, mais dont je ne me rappelle pas encore les noms, qu'on avait vus sur la planète Mars, entre autres. Le personnage du père, qu'on voit un moment dans la bande-annonce. Donc vraiment, ouais, il y a un décalage qui est vraiment chouette et que j'ai l'impression qu'il n'y a que les Québécois qui savent faire ça. Voilà. Aussi bien, toujours. Allez, film suivant, on revient en France avec Karaoké, avec Claudia Tagbo et Michel Larocque. On regarde la bande-annonce. Le chant, c'est ma passion. Quoi, c'était pas bien? Je dirais plutôt que vous avez une voix un peu difficile. Je ne peux pas associer le nom d'une diva à celui de karaoké, ça ne marche pas. Tu es mise à pied. Votre voix, ma présence, on va tout déchirer. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Vous êtes nuls! Nuls! Je vous préviens, à partir de maintenant, c'est Nagui. Matin, midi et soir. Et je bloque ses paroles. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible, votre posture. Vous serrez le popo. Et maintenant, vous laissez sortir l'air. Paro. Fatou. On a la compète dans 3 semaines. Il faut tout savoir sur le bout des doigts. Ce soir, je suis bleu vers les coups de minuit. Je veux pas te blesser alors que je dis que t'es mini. Mimi, pas mini. Ah. Une erreur comme ça au France et on est morte, hein. Si on se qualifie ce soir, c'est direction Tokyo pour le championnat du monde, la mecque du karaoké. Mais rassurez-moi, vous comptez quand même pas gagner. Et pourquoi pas, Fatou? Ils ont l'air pro quand même. Imaginez les cunus, ça va vous détendre. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? La rencontre de deux mondes. Karaoké est né de la double envie de Stéphane Ben Lassen de faire un film joyeux, se déroulant dans l'environnement d'un concours et de faire se rencontrer deux mondes qui n'ont rien à voir. À savoir celui populaire dont je suis issu et celui plus privilégié que je connais depuis que je fais du cinéma. Travail de documentation. En amont du tournage, Stéphane Ben Lassen a effectué un important travail de documentation, passant beaucoup de temps dans les salles de karaoké. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se documenter? C'est du karaoké, c'est
Et oui, il existe bien un championnat de France et un championnat du monde, mais ils ont été suspendus depuis la pandémie de Covid. Ils reprennent cette année. J'ai donc écrit et filmé, mélangeant les sources disponibles et les envies de cinéma que je pouvais avoir. Un concours plus petit que dans la réalité, quand on est au niveau régional pour plus de comédie, plus gros ensuite quand on arrive en finale mondiale, pour plus d'émotion. Mais pour les candidats, que ce soit dans la réalité ou dans mon film, il y a la même envie de faire le show. J'ai aussi ajouté des éléments à ma façon. Le popcorn duet dans lequel les membres d'un duo doivent chanter un mot sur deux. Bénédicte et Fatou passent cette épreuve sur Alors on danse de Stromae. Existe, mais pas dans les concours officiels. J'ai pris la liberté de l'ajouter. Nos deux actrices y sont formidables. Mais je dois avouer que cela a été techniquement l'une des scènes les plus compliquées à tourner et à monter. Effectivement, chacun chanter son mot, ça doit pas être simple quand même. Popcorn duet, du coup, pas duet. Michel Larocque explique quels ont été les moments les plus difficiles sur le tournage par rapport au chant. Le popcorn duet, deux chanteurs chantant chacun, à tour de rôle un mot sur deux, ou une syllabe sur deux dans un ensemble de paroles. Cela a été très compliqué, mais nous avons trouvé des solutions. Pour Casta Diva, j'ai beaucoup travaillé sur la vidéo de Marie Callas. C'est un air auquel certaines grandes chanteuses d'opéra ne se confrontent même pas, un écueil quasi infranchissable. Je l'ai délivré à ma façon en tant qu'actrice. Cela a été une rencontre avec Callas, avec Adeline, et c'est l'énorme charme de notre métier, la possibilité qu'on a de rencontrer des gens très différents de nous, très compétents dans leur domaine, de prendre l'essence de ce qu'ils sont, pour le retranscrire, le transmettre à travers un personnage. Ce sont des aventures exceptionnelles que l'on vit. Une relation privilégiée avec Michel Larocque. Stéphane Benlassen avait déjà dirigé Michel Larocque dans son précédent et premier long-métrage, Premier de la classe. Ça me dit quelque chose, mais alors attendez. Ah oui. Oh oui. Oui. Bon, pas... Il avait également co-scénarisé 2 de ses réalisations, Chacun chez soi et Alors on danse. Je l'imaginais tout à fait capable d'incarner cette grande actrice qu'est Bénédicte. Je n'avais donc jamais pensé à personne d'autre qu'elle. Et quand je lui ai pitché l'histoire, elle a immédiatement été partante. Le tandem, Stéphane Benlassen n'avait jamais collaboré avec Claudia Tagbo, mais a pensé à elle dès l'écriture. Alors qu'il entamait le scénario de karaoké, il a reçu un message de Michel Larocque accompagné d'un selfie avec Claudia pris lors d'un festival. Lors de sa rencontre, la première a annoncé à la seconde qu'elles allaient se donner la réplique dans un film dans les mois à venir. C'est donc via Michel Larocque que Claudia Tagbo a appris que Benlassen écrivait un rôle pour elle. C'est assez drôle comme situation quand même. Elles se sont aussitôt très bien entendues, d'autant qu'elles avaient envie de travailler ensemble et que la connivence s'est faite aussitôt. Les planètes se sont alignées parfaitement. Pendant les lectures que nous avons faites, y compris celles avec tout le casting, j'ai vu que ça matchait parfaitement. Playback ou pas playback? Michel Larocque et Claudia Tagbo chantent réellement dans le film. La première, en tant que membre de la troupe des Enfoirés, a déjà donné de la voix sur scène, tandis que la seconde a participé à la comédie musicale Ghost ainsi qu'à la comédie Yo Mama. Les chansons ont été enregistrées en amont du tournage, mais les actrices les chantaient vraiment sur le plateau. La coach de la Starac, Michel Larocque a été accompagné par une professeure de chant lyrique, Caroline Fèvre. Elle et Claudia Tagbo ont aussi travaillé avec Adeline Tonuti, la professeure de chant de la Star Academy, ayant remplacé Armande Altaï en octobre 2022 et qui apparaît à l'écran dans le jury des championnats du monde au Japon. Le Japon, l'équipe s'est vraiment rendue au Japon durant une semaine, préparation et repérage compris. Elle a été composée d'une 30aine de personnages, comprenant une partie de l'équipe technique française, épaulée par une équipe de production et de techniciens japonais. Quand même pas mal d'aller au Japon pour tourner un film. Pas mal. Voilà donc pour ce film. On change d'ambiance avec ce nouveau film Laissez-moi, avec en personnage principal Jeanne Balibar, magnifique comme toujours, un film de Maxime Rapaz dont on regarde la bande-annonce.
homme à la polaire? Il est accompagné. Et celui qui était si près de la fenêtre? Il repart demain matin. Très bien. Je vous remercie. C'est beau. Je vous demanderai que vous me racontiez tout de votre métier, de votre vie, cette autre vie. Pourquoi pas? Et puis je vous parlerai de ma vie aussi. Il comprend les choses du monde, mais il a sa propre réalité. Et vous êtes seul à vous en occuper? Oui, je travaille à domicile. Et vous, comment allez-vous? J'ai cru ne jamais vous revoir, Claudine. J'essaye de faire de l'ordre dans ma vie. Ces autres hommes que vous fréquentez n'ont sans doute pas le culot de vouloir vous connaître. J'ai eu cette chance jusqu'ici, en effet. Je suis un peu perdue. Là, juste de l'autre côté, il y a 400 millions de mètres cubes d'eau prêts à nous submerger. Voilà, voilà. Non, parce que la bande-annonce est quand même plutôt bien faite, donne pas mal d'indices sur le film. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé le film trop lent. Et pourtant, il n'est pas si long que ça. Il est d'une lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? La plaine, la montagne et le barrage. Maxime Rapaz a cherché à composer une topographie entre un haut et un bas pour rendre compte de la double vie menée par Claudine. D'un côté, son quotidien dans la vallée avec son fils et son travail de couturière, et de l'autre, les parenthèses qu'elle s'octroie en montagne, où elle agit en femme plus indépendante. Le cinéaste précise « J'aimais l'idée du leitmotiv des trajets, qui sont ces chemins de traverse entre les deux mondes, et ces parcours participent de la construction formelle du récit. L'ouverture du film avec un long travelling avant dans le train, les passages au noir dans les tunnels, ce barrage vertigineux et cette montagne dépeuplée ont une forte valeur symbolique. Et il était par ailleurs important que Claudine emmène mon récit vers le conte, tout du moins dans un univers éloigné du naturalisme. Pourquoi 1997 ? Laissez-moi se déroule en 1997, un choix qui relève d'une volonté esthétique pour Maxime Rapaz, avec l'envie de figurer une période à la fois proche et lointaine dans laquelle il a grandi et qui stimule son imaginaire. Il précise « Je tenais surtout à raconter une histoire de nature romanesque, non encore gagnée par les moyens de communication actuels. Je ne pouvais pas imaginer mes personnages usés de téléphones cellulaires. En 1997, c'est aussi l'été de la mort de Diana, que le fils de Claudine Baptiste vénère. Choix esthétique. Très vite, Maxime Rapaz a su que Benoît Dervaux serait le bon chef opérateur pour son film. Je connaissais d'abord son engagement, caméra à l'épaule, sur les films des Dardennes, avant de découvrir d'autres facettes de son travail, notamment ses propres réalisations. On s'est tout de suite compris sur l'univers de Laissez-moi, une tonalité douce et picturale, des plans sur pied fixe ou en mouvement structuré. Nous voulions tous les deux relever le défi d'une approche rigoureuse au cadre tenu. Je lui suis très reconnaissant pour son enthousiasme et son travail. Qui pour Claudine? Maxime Rapaz avait déjà pensé à Jeanne Balibar pour son dernier court-métrage. Il lui a alors demandé de lire le scénario de Laissez-moi qui a convaincu la comédienne. Il confie « Je cherchais une femme qui puisse jouer un rôle de mère, d'amante, d'amoureuse, qui sache jouer sur plusieurs registres, celui du quotidien, de la couture, son fils et celui des échappées en hauteur où elle se manifeste en femme plus expansive lorsqu'elle provoque des rencontres avec des inconnus à l'hautaine. Une femme élégante et mystérieuse, dont se dégage une espèce de mélancolie simplement émouvante. La force d'interprétation de Jeanne Balibar a apporté une richesse de nuances et d'ambivalence déterminante au personnage de Claudine. Et pour moi, comme je vous ai dit juste avant, j'ai trouvé le film très très lent. Et heureusement qu'il y a Jeanne Balibar et... alors l'acteur, par contre, je ne sais pas comment il s'appelle... qui sauve un peu le film parce que... Alors c'est Thomas Sarbacher.
parce que, par leur jeu, parce qu'autrement, c'est vrai que... Alors, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Alors, effectivement, il y a des très beaux plans, mais on prend le temps vraiment d'observer la nature. Alors, effectivement, on voit bien les plans au pied du barrage sont impressionnants parce que ce barrage est immense et que ça... Effectivement, on se sent tout petit, la futilité humaine, tout ça, mais... Voilà, au bout d'un moment, on a envie de dire, bon, plan suivant, séquence suivante, on avance, on fait quelque chose. Là, vraiment, on sent que le réalisateur et son chef photo se sont quand même fait un peu plaisir là-dessus. Et moi, personnellement, ça m'a sorti un peu du film. C'est cette lenteur et prendre le temps de se regarder faire les choses. Voilà. Bon. Après, ce n'est que mon humble avis. Allez, film suivant, très différent. Ça a été fait par les réalisateurs de La Passion de Van Gogh, qui était sorti il y a quelques années maintenant, où à travers l'univers des toiles de Van Gogh, donc tout en peinture, et la peinture de Van Gogh bougeait et racontait l'histoire de Van Gogh. Et donc, ils ont eu envie de faire un nouveau film dans un autre univers de peinture. Et le rendu est plutôt intéressant. J'ai pas vu le film, mais ça donne vraiment envie de le voir. On regarde la bande-annonce. Jak na Dominikowo? Jaka wystrojona. Taką to by można za bogatego wdowca wybrać. Nie tam dobrze, gdzie jestem. Dla ciebie kupiła. Nie mogę. Weź, Janusz. Nie jest on pierwszy gospodarz we wsi? Nie do biedowania cię Pan Bóg stworzył, nie? Ze starym pójdziesz? Mam co innego do gadania? Takiego męża dostaniesz, taką i gospodarkę. I taką se panią będziesz. Można się było tych chmur uwiesić i we świat za nimi polecieć. Poleciałbym z tobą. Rąk się nogi, znowu łyki, wir samotnych dusz. Raduj Mężem twoim jest. Ja go nie wybrałam. Ludzie we wsi teraz wydziwiają na ciebie. A niech szczekają. Tu powiadają o niej, że łasa na chłopaku. Przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje. Voilà pour cette présentation. Et je trouve le rendu vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet, avec la jeune fille et les paysans. Decca Welchman et Hugh Welchman adaptent le roman du même nom de Władysław Raymond, qui est peu connu en dehors de la Pologne. Hugh se rappelle, pendant le tournage de La Passion Van Gogh, Decca a eu envie de m'initier à la culture polonaise. Elle m'a acheté plusieurs romans connus, parmi lesquels Les Paysans. C'était de loin le plus long, et on était très occupés à ce moment-là, alors je ne l'ai pas lu tout de suite. Quand j'ai enfin pu prendre un peu de vacances après les Oscars, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Je l'ai dévoré 4 fois, puisqu'il s'agissait de la traduction de 1924 en 4 tomes, et j'ai très vite vu que c'était un chef-d'œuvre. Dans la lignée de Charles Dickens, Thomas Hardy, Émile Zola, les paysans ont été les piliers de la société européenne pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la révolution industrielle et au-delà. J'ai eu très envie de faire découvrir ce magnifique livre au public non polonais. Il le mérite amplement, et c'est pour cette raison que nous avons travaillé sur une nouvelle traduction en anglais avec Penguin Classics, dans l'espoir de donner envie aux gens de lire aussi le roman. Une découverte, Decca Welchman a écouté le livre audio du roman pendant qu'elle peignait son unique plan de la Passion Van Gogh.
La cinéaste confie « Je crois que j'ai été frappé par la beauté des descriptions que fait Raymond du village, des saisons et de la nature environnante. Et j'ai trouvé les personnages attachants, même drôles, bien plus que lors de ma première lecture quand j'avais 17 ans. C'est un roman qui nécessite de la patience et un peu d'expérience de la vie. » La Jania au centre. La jeune fille et les paysans est centrée sur Jania, un angle qui a poussé D.K. Welchman à raconter cette histoire. Cette dernière explique « C'est un superbe roman truffé de descriptions à couper le souffle, mais ce qui m'attirait réellement dans l'idée de l'adapter, c'était Jania. En tant que femme, j'ai moi aussi été injustement montrée du doigt de nombreuses fois dans ma vie. Je me reconnaissais vraiment en elle. Ce qu'elle traversait me touchait. Au départ, on l'envie, elle est incomprise, puis on la maltraite, on l'humilie, et finalement on la met à l'écart, tout ça parce qu'elle est jolie, rêveuse, artiste, qu'elle vit les choses avec passion, mais surtout parce qu'elle remet en question le patriarcat qui est soutenu par l'Église. C'était comme si elle m'appelait à elle. Le film est ma réponse à cet appel. Le choix Kamila Urzędowska pour jouer Jania, D.K. et Hugh Welchman cherchaient une comédienne possédant un côté rêveur ainsi qu'une sensibilité artistique prononcée et une beauté saisissante. Nous ne nous sommes pas contentés de regarder du côté des actrices polonaises établies. Nous avons aussi organisé des auditions dans des écoles d'art dramatique ou de cinéma. Nous avons vu beaucoup de gens qui n'avaient aucune expérience. Les gens ont une image préconçue de Kamila à cause de sa beauté. Ils veulent trop souvent la mettre dans une case, ils sont jaloux et possessifs. Elle doit se battre pour se définir comme elle l'entend. Elle fait une formidable Jania moderne parce qu'elle comprend ce que vit le personnage dans le contexte actuel, précise Hugh Welchman. Les peintures. D.K. et Hugh Welchman ont incorporé dans La jeune fille et les paysans des peintures connues dans l'histoire. Le fait que Władysław Reymont soit un auteur de La jeune Pologne, un mouvement moderniste dans les arts graphiques, la littérature et la musique, a donné l'occasion au réalisateur de lier sa prose aux œuvres des peintres de son époque. Le courant de la jeune Pologne a touché de nombreux domaines et styles artistiques, mais à la base, c'est un mouvement qui met en avant l'identité et la culture polonaise, qui dépeint la Pologne comme un pays fort, vivant, même lorsqu'il est occupé par des puissances étrangères. Nous avons sélectionné des tableaux des peintres polonais de la fin du Xe et du début du XXe siècle. Nous les avons combinés aux techniques cinématographiques et d'animation du XXIe siècle. Nous nous sommes inspirés des œuvres de plus d'une trentaine de peintres, de Mikhail Gorstin-Wiwiorski à Ferdinand. Alors là, il y a beaucoup de consonnes à la suite. R-U-S-Z-C-Z-Y-C. Je vais pas m'aventurer à essayer de le prononcer. Je vous promets. Voilà. Mais surtout de Joseph Chelmonski de l'école réaliste. Dans ses dernières œuvres, après son retour en Pologne, la campagne polonaise est très belle, très expressive. Ça correspondait exactement à ce qu'on voulait visuellement. Précise D.K. Elle ajoute « Le book que j'ai créé pour le film avec Piotr Dominak, qui était aussi mon chef peintre sur la Passion Van Gogh, s'inspire beaucoup de nos propres études aux Beaux-Arts. Nous avons grandi avec ces tableaux. Ils nous fascinent toujours autant. Le film était pour nous l'occasion de partager cette fascination avec le public polonais et international. » La violence et la sexualité. D.K. et Hugh Welchman ont dû réfléchir à la façon de représenter la violence et la sexualité du roman, lequel est beaucoup plus violent que le film parce qu'il fait quasiment 1000 pages. Dans le roman, la violence physique fait partie de la vie quotidienne. Tout le monde ne cautionne pas la violence domestique, mais elle est acceptée. Nous avons décidé de ne montrer que la violence qui était nécessaire à l'histoire. Quant à la sexualité, nous avons un carré amoureux au centre de l'histoire. L'histoire elle-même a pour moteur la passion, la jalousie, la rage. Alors le sexe devait être représenté, mais on voulait que le film reste accessible à des adolescents. Alors nous avons fait attention à montrer les choses de manière à obtenir toutes les certifications nécessaires. Animation pour adultes. Après La Passion Van Gogh, qui a été le film polonais ayant connu le plus de succès au box-office mondial, de nombreux distributeurs et vendeurs ont dit à D.K. et Hugh Welchman que le monde était devenu plus ouvert à l'animation pour adultes.
relativisons quand même un peu Bon, ça reste compliqué de défendre des films comme ça en France. Mais il nous demandait aussi si on comptait faire La Passion Van Gogh 2. Autrement dit, si on comptait faire la même chose avec d'autres peintres. Nous avions envie de faire autre chose, de montrer tout ce qu'on pouvait faire avec les techniques d'animation au cinéma. Donner vie à un roman de plus de 1000 pages, c'était un défi intéressant. Et c'était aussi l'occasion de montrer que ça marcherait aussi pour un drame. La jeune fille et les paysans fonctionnent à une toute autre échelle que La Passion Van Gogh. Il y a de la danse et des combats. Chaque image nous a demandé 2 fois plus de temps de travail en raison du style plus réaliste et des mouvements dynamiques de caméra, raconte Hugh Welshman. Voilà donc pour ce film qui donne quand même envie de le découvrir. Alors, le film suivant, voilà, le film suivant. On en parle après la bande-annonce. Je me suis également laissé dire que vous avez été rejeté de 3 ordres différents pour faiblesse de constitution. Nous pouvons choisir de nous mettre au service de notre faiblesse ou au service de notre but. On ne peut pas faire les deux. Mes sœurs, si nous voulons bâtir un empire d'espérance, nous allons devoir commencer par conquérir New York. Saleté de Morrico. Il n'arrête pas de débarquer. Mon papa, il s'est suicidé. Et ma maman, elle est morte du typhus. En Amérique, la plus grande de toutes les nations, les rats vivent mieux que les enfants de Five Points. C'est trop dangereux. Pas pour toi. Prudence, ma mère, ou cet endroit vous mangera toute crème. Les médecins me donnent environ 5 ans. 5 ans, ce serait un véritable miracle. Eh bien, dans ce cas, je vais retourner au travail. Il nous faut un orphelinat qui soit plus grand, où mes enfants puissent être des enfants. Ce que j'aimerais, c'est débarrasser ce quartier de vos crimes et de votre crasse immonde. Le maire trouverait une autre façon de vous faire dégager. Les prochaines élections sont pour bientôt, si je ne me trompe. Ne me dites pas que je suis en train d'être menacé par une nonne. Faut s'attendre à une violence inouïe en retour. Fichez le corps, Sabrital! Fichez le corps! Je veux le meilleur des hôpitaux, pour les gens comme vous et pour les gens comme moi. Nous devons montrer à l'Amérique que notre peuple tout entier est digne. Je trouve en effet ce projet excessivement ambitieux. Je dirais même irréaliste. Nous n'avons pas le choix. Vaincre ou périr. C'est ainsi que nous vivons en Amérique. Diabolini, vous auriez fait un homme remarquable. Voilà. Alors, pourquoi je suis toujours un peu... Bon... je sais pas si vous avez fait attention au début, Sage Distribution, qui est connu pour promouvoir la religion chrétienne. Et j'ai pas ça m'a fait sourire, mais en plus assister des productions Angel Productions, voilà, ça fait beaucoup. On sait voilà que ça va être la mise en avant de la religion. Et bon, alors le problème c'est que par moment, quand même dans certains des films, les histoires sont quand même... l'histoire est retravaillée et mise au service de la religion. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec ce distributeur. Voilà. Alors, et en plus, c'est par le réalisateur de Sound of Freedom, qui était vraiment... Alors là, pour le coup... voilà, réalisé par Alejandro Monteverde, à qui l'on doit Sound of Freedom, film porté par Jim Caviezel qui a suscité la polémique à sa sortie.
et qui mettait en avant l'histoire vraie de je sais plus qui, on n'a plus son nom, un ancien agent fédéral américain. Et vraiment, quand on regardait les articles de presse sur le personnage, les jugements qu'il y a eu, ce dont il a été condamné, et la manière de le présenter dans le film. Donc, voilà, voilà, ça fait beaucoup, comme dit Michel, comme tu dis Michel, ça fait beaucoup. Donc, prenez ça comme un film de fiction, mais bon, la réalité derrière est peut-être loin et peut-être très différente. Mais bon, on va quand même regarder ce qu'on nous dit sur le film. La première sainte des États-Unis, carrément. Le film retrace les événements réels de la vie de Francesca Cabrini, aussi connue sous le nom de Françoise Xavier Cabrini, religieuse du XIXe siècle, qui a été la première citoyenne américaine à être canonisée comme sainte par l'Église catholique romaine. Immigrée de la province de Lodi en Italie, Cabrini a fondé les Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, institut religieux qui soutenait les immigrés italiens arrivant en Amérique. Voilà, alors là c'est pareil, pourquoi que les immigrés italiens? Il y avait aussi beaucoup d'autres immigrations, donc déjà voilà, des petites choses, bon. Et la sainte patronne des immigrés, Francesca Cabrini, est née dans le nord de l'Italie en 1850. Avec 6 de ses sœurs missionnaires, elle part pour New York en 1889. Elle est naturalisée à Seattle le 9 octobre 1909 et meurt à Chicago le 22 décembre 1917 à l'âge de 67 ans d'une endocardite chronique. Elle a été canonisée en 1946 par le pape Pie XII et reçoit 4 ans plus tard le titre de patronne des immigrés. Alors, italien ou pas? Genèse, en 2015, sœur Marie-Louise Sullivan de l'Ordre des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur demande à l'homme d'affaires J. Eustace Wolfington de participer à la réalisation d'un film sur la fondatrice de son ordre. Il refuse catégoriquement avant de se laisser convaincre. Sa persévérance a épuisé ma résistance, avoue-t-il. Celui-ci s'est ensuite tourné vers Alejandro Monteverde, dont il a produit les précédents longs métrages afin de lui proposer le projet. Voilà, bon. On le prend comme on le prend, allez le voir si vous voulez, mais prenez les infos avec des pincettes. Vraiment, je pense que... Voilà. Alors, le prochain film, c'est Smoke Sauna Sisterhood. Je ne peux malheureusement pas vous montrer la bande-annonce, puisque ça se passe dans un sauna, et que dans un sauna, on est nu, et que c'est un sauna réservé pour les femmes. Donc vous comprendrez que c'est pas possible. Je vais vous lire le synopsis quand même. Dans l'intimité des saunas sacrés d'Estonie, tous les rituels de la vie se croisent, les femmes y racontent ce qu'elles testent partout ailleurs, et dans la fumée des pierres brûlantes, la condition féminine apparaît dans toute sa vérité et sa force éternelle. Et on a un film qui est tout en sensibilité, où les femmes racontent des fois les pires horreurs, des histoires de viol, des histoires de viol parce qu'elles étaient homosexuelles, voilà. Donc il y a vraiment... c'est un film qui est plein d'émotions, avec ces femmes qui se livrent dans le sombre, dans l'obscurité de ce sauna. Donc vraiment un joli film. Je ne sais pas quelle vie il va avoir dans les salles en France, mais parce que c'est quand même très particulier, mais vraiment ouais, de belles et tristes histoires. Heureusement, il y a aussi des belles histoires heureuses, heureusement. C'est pas que des histoires malheureuses, mais voilà, plein de beaux témoignages. Film suivant, on reste dans le documentaire avec Le Monde est à eux, dont on regarde la bande-annonce.
Bonjour, je suis Monsieur Fontagneux. On a mis en place un système d'encadrement des élèves basé sur la coopération avec les familles et ça fait plusieurs années qu'on est à 100% de réussite au bac. Bruce et Alexis avaient le même 4 de moyenne normale et au bac 13 et 14. Vos enfants, au fond d'eux, ils ont envie d'y arriver. Au fur et à mesure des années, au lieu d'acquérir des connaissances, j'ai accumulé des difficultés. Je n'avais pas compte de moi, mais j'étais pas ce que je voulais être. L'objectif du projet, c'est de montrer que tous les jeunes peuvent réussir. Ma vision des cours, elle a énormément changé. Je suis déterminé, je suis motivé, je suis concentré. J'ai plus d'encre. Comment est-ce que vous vous sentez? Je lui dis c'est moyen quand même. Non, dites pas ça. Mais mon appréciation sur sa copie et mon SMS, ils sont positifs. Je suis fière de moi, je suis fière que mes parents soient fiers de moi, je suis fière que les profs soient fiers de moi. Vous savez combien de temps on a mis pour faire 100%? Et 5 ans. Franchement, ce que vous faites, c'est énorme. Les gens ont tendance à supprimer leurs rêves ou à pas assez croire en leur potentiel. Ne laissez pas le monde réel vous rendre normaux parce que vous êtes magnifiques là, tel que vous êtes aujourd'hui. J'espère que toi, Inès du futur, tu es ce que je veux devenir plus tard. Voilà. Alors j'avoue que j'ai un peu du mal avec ces films qui présentent des milieux éducatifs super idéalisés. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est qu'on ne sait pas les moyens qu'ils ont, on sait pas. Mais on voit clairement, c'est pas du lycée. Je sais pas si c'est un lycée privé ou pas. Voilà, enfin, je sais pas. Mais après, ça se regarde. Non, c'est un lycée public. Mais voilà, pas forcément, enfin, c'est pas très représentatif de la réalité du terrain de l'éducation nationale. C'est un exemple où quelque chose marche. Alors, dans quelles conditions ils arrivent à mener ça? Parce qu'on sent qu'ils sont quand même... j'ai l'impression qu'ils sont en dehors du système. Mais voilà, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Réconciliation. Le monde est à eux s'intéresse à une méthode pédagogique appelée réconciliation, élaborée au lycée Eugène Delacroix de Drancy depuis 2012. Jérémy Fontagneux, le réalisateur et créateur de cette méthode, avec David Benoît, explique qu'ils avaient l'impression que leur engagement auprès des élèves n'était pas reconnu à sa juste valeur et que le sentiment d'impuissance et d'épuisement professionnel les menaçait. Réconciliation a permis 100% de réussite au baccalauréat à l'ensemble des élèves de terminale depuis 2017-2018. Quelques chiffres. Plus de 1500 élèves et familles touchés par la méthode réconciliation à Drancy depuis 2012. 100% de réussite au baccalauréat depuis l'année 2017-2018 à Drancy. 25% d'élèves admis en classe prépa aux grandes écoles sur les 3 dernières promotions de terminale du projet à Drancy. Évolution du nombre d'enseignants reprenant la méthode réconciliation, plus 10 pendant l'année scolaire 2021-2022, plus 100 pendant l'année suivante et plus 200 pendant l'année suivante encore. Bon, mais oui. Bon. Jeunesse du film. Fort de la réussite de la méthode réconciliation, les 2 professeurs ont commencé en septembre 2019 à filmer leurs cours avec l'accord des élèves et de leurs familles. Ces images devaient servir à la création d'un film souvenir, mais comme l'explique Jérémy Fontagneux, quand nous les avons visionnés en fin d'année scolaire, il nous a semblé que le film pouvait être plus que cela. Nous avons demandé leur avis aux élèves et familles. Avec leur feu vert, nous avons donc tourné ensemble des séquences chez plusieurs élèves afin de constituer un long métrage plus global. Début 2022, la rencontre avec la monteuse Camille Delprat a permis de reconstruire complètement le documentaire, auquel ont été ajoutées de nouvelles prises. Voilà pour ce film dont Alors, le projet est beau, mais à quel point on peut
l'étendre, voilà. Ça, il y a quand même des... Ça soulève des questions auxquelles on n'apporte pas de réponse, et c'est peut-être un peu dommage. Allez, on part en Asie pour le film suivant avec Blue Summer, dont on regarde la bande-annonce. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do。下个月又要出差了，所以还是觉得应该给你留部手机。这回去多久？多久没见你爸了？来啦，超超，撅啥嘴啊？来吧，这过暑假多好啊，可以学照相了。목이야. 됐어. 저리 가. 나 보지 마. 懂事的。他是你男朋友？怎么可能？求人问不如自己做。别打孩子。男的都这样。没谈过恋爱吧你？那也不让他受委屈了。稳住啊，曹操！怪不得你那么会摆姿势。你说我骚吧？我天，那我一定要去看你啊！Un film tout en sobriété qui devait sortir il y a un moment. Moi, je l'ai vu il y a très très longtemps. Il est prévu depuis je sais pas combien de temps ce film. Et enfin, ils arrivent à le sortir. Très beau film, tout en sentiment, tout en... Alors, pas minimalisme, mais à l'économie de plans, de dialogues, de scénarios, mais on ne s'ennuie pas pour autant. Et c'est vraiment un récit initiatique de cette jeune qu'on voit qui est sa mère, mais chez son père, et qui va rencontrer cette deuxième jeune femme, et qui va découvrir le monde, la jeunesse, la fête, qui va s'ouvrir, tout simplement. Et vraiment très beau film. Voilà, que dire de plus, j'ai pas beaucoup plus à dire sur ce film. Allez, film suivant, Les Poussières, dont on regarde la bande-annonce.
bande-annonce très parlante. Tellement parlante que je vais vous lire le synopsis parce que je pense qu'autrement, même avec le synopsis, je suis pas sûr d'avoir compris moi. Mais donc, mandaté par une délégation à l'aménagement du territoire pour mener une enquête d'opinion auprès de la population, Pierre Monthieu revient sur les lieux de son enfance dans la cité Karl Marx à Bobigny, au moment où celle-ci subit la démolition de ses tours. Il y rencontre une jeune femme d'origine russe, Ania Ivanova, qui n'est pas sans raviver la mémoire de sa mère, un temps hôtesse de l'air sur la ligne aérienne Paris-Moscou. Au début amoureux, se subsiste très vite dans le tumulte des chantiers le désenchantement, ou l'adaptation en périphérie urbaine de la nouvelle de l'écrivain Fyodor Dostoïevski, La Douce. Voilà. Et c'est un drame. Je ne sais que dire de plus. Hop, on arrive sur un nouveau documentaire tourné par une MJCL. La MJCL, je sais plus. Merci beaucoup pour le lurk, monsieur Calou. Pourquoi les alertes ne marchent pas? Elle a marché l'alerte? Non. Ah non. Tiens, pourtant streamer.bot est lancé. Ah bah ça va beaucoup moins bien marcher. Bon, il faudra que je regarde ça après le live, parce que j'ai eu une mise à jour de streamer.bot juste avant le live, j'aurais peut-être pas dû la faire. Et voilà, bon, je suis désolé. Je sais pas comment on fait pour rembourser les trucs. Tac, et tac, je t'ai remboursé. Oh bah si, attends, ça marche pas, hein, oh. Quand même. Donc, c'est comment aujourd'hui on regarde la bande-annonce. T'as 36 000, t'as les moyens. Oui, bon, d'accord. Mais c'est pas une raison. Ça marche pas, moi je rembourse. Je suis bien contente de vous rencontrer et de vous poser des questions. Vous avez toujours le sourire, Jean. Oh, je me force. Oh. Oh là. Tu connais pas mon papa et ma maman? Ah, je les ai pas vus. Tu me les as pas fait voir? Mon papa c'est David et ma maman c'est Bérénice. Il y a pas de poids. Tu vas aller voir, regarde. Il est gentil. Ça c'est toi quand t'es bébé. Regarde quand elle était toute petite. C'est ta sœur étoile ici. C'est quoi ton chien? Tu penses que c'est un chien? Il pense que c'est un chien. Tu penses quoi toi? C'est un chien? Il répond pas lui. Mais c'est pas un chien. Quel animal a des grandes oreilles? Ouais. Et c'est quoi ça? Ça c'est un champignon. C'est un lapin. Ouais, il mange des carottes. Une bouche, deux oreilles, le nez et les yeux. Aidez-moi, aidez-moi, je ne me rappelle pas. Aidez-moi, je ne me souviens pas. J'ai 90 ans de souvenirs. Voilà, donc sur la rencontre entre deux générations, et ça donne l'occasion de discussions, d'échanges qui sont intéressants. Alors, il y a un court-métrage aussi qui sort qui s'appelle Fanfare. Malheureusement, il n'y a pas d'affiche, donc je ne peux pas vous montrer l'affiche. Mais si vous allez sur Allociné, donc à la semaine du 20 mars, vous pouvez trouver une fiche film qui s'appelle Fanfare,
C'est un court-métrage de 19 minutes. Et vous pouvez trouver le court-métrage complet sur Allociné. Voilà. Il fait exactement 18 minutes 37. Vous allez dans interview, making-of et extrait et vous pouvez le voir en entier. On va pas se le regarder là parce que ça fait un poil long. Ils n'ont pas fait de bande-annonce du court-métrage. Je peux comprendre en même temps. Et on arrive au dernier film et à l'instant, Bollywood. Avec ce soir le seul film, Swatantriya Veer Savarkar, qui est donc inspiré d'une... Enfin, c'est un biopic sur Swatantriya Veer Savarkar. On regarde la bande-annonce, vous allez comprendre de quoi ça parle. हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। You met him once, so what do you see? Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मातसीनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है। पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, myself M.K. गांधी। हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होंगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहें। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दे दी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला कीजिए। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमानी है। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? Voilà pour ce dernier film et cette sélection Bollywood. Donc on est bien sur le parcours de la vie du combattant de la liberté indien et réformateur Vinayak Damodar Savarkar, communément connu sous le nom de Veer Savarkar.
Voilà. Donc, comme toute lutte pour l'indépendance, c'est vrai qu'on se rappelle de Mahatma Gandhi parce que pour sa volonté de non-violence, de ses actions, mais effectivement, on peut imaginer qu'il y a eu d'autres mouvements qui, eux, ne prônaient pas forcément la non-violence. Voilà, c'est bon. On l'imagine très bien. On arrive à la fin de cette émission. Mais bonne soirée Michel. Je vais vous envoyer. Bon, on va retourner chez Ominuche, chez qui on avait été la dernière fois, parce que c'est la seule qui a lancé là. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à rester pour le raid, à découvrir Ominuche. Merci pour votre présence. J'espère qu'il y a des films qui vous ont tenté, que vous irez découvrir. N'oubliez pas, il est important de découvrir, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la culture, d'être curieux, de faire vivre la diversité dans voilà, sa diversité. Et puis voilà, bonne soirée Kalou, bonne soirée Michel, bonne soirée Polyman Grob, bonne soirée Mastar, et je crois que c'est tout. Bonne soirée, merci aux lurkers aussi, lurkeuses, une bonne soirée à vous, et à la prochaine. Salut!